Et salut toi et bienvenue dans le podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur le thème de la réécriture et plus particulièrement sur le sujet de la bêta-lecture. La semaine précédente, en fait, je te donnais mon expérience avec les bêta-lecteurs en tant qu'auteur, sauf que voilà, je suis moi-même bêta-lectrice et ça fait presque 2 ans que j'ai lancé mon activité en tant que professionnelle. Après plus d'une douzaine de romans étudiés et disséqués, je peux te dire que j'ai fait du chemin depuis la toute première bêta-lecture et que j'ai évolué. Comment j'ai appris à devenir bêta-lectrice, quelles sont en fait les erreurs que j'ai pu faire, les conseils que j'aurais à te donner et surtout, qu'est-ce qu'un bon bêta-lecteur? On va voir tout ça en fait dans le podcast d'aujourd'hui. Alors déjà, qu'on soit d'accord sur le terme bêta-lecteur, l'internaute nous dit « Ne te moque pas de mes sources, c'est bien ». Donc je disais, avant que tu me coupes, l'internaute nous dit qu'un bêta-lecteur, c'est une personne chargée de lire un roman, une nouvelle ou tout autre ouvrage écrit afin d'en livrer une critique tant sur le fond que sur la forme. Ok, mais encore. Pendant qu'on est lancé sur la piste des sources moisies, autant checker Wikipédia. Alors là, on peut carrément lire que c'est une activité non professionnelle et que son apport est généralement de corriger les fautes grammaticales ou d'orthographe, mais il peut également donner son avis sur l'histoire, sa crédibilité, ses personnages. Alors je sais pas pour toi, mais là je tique un petit peu en lisant ça. Les fautes grammaticales et compagnie, en fait c'est le taf d'un correcteur ça, pas d'un bêta-lecteur. Alors oui, un bêta-lecteur peut relever les fautes, bien entendu, on n'est pas des sauvages, mais s'il devait vraiment faire gaffe à ça et tout relever, je peux déjà te dire qu'il n'y aurait plus beaucoup de bêta-lecteurs bénévoles, ou alors il ne resterait plus que les grammaires nazis et des psychopathes masochistes. Non, parce que là, on serait vraiment pas loin de l'exploitation. Pour moi, quels sont en fait les rôles d'un bêta-lecteur ? Un bêta-lecteur, il va venir analyser ton histoire, tes personnages et ton intrigue. En gros, il va te dire, chapitre par chapitre, si tout colle bien, s'il n'y a pas d'incohérence, si le rythme est bon, et si tes personnages ne sont pas aussi fades qu'un plat de chili quand t'as le Covid. Bref, il te dit si ta tambouille, elle est bonne ou non. Mais ça s'arrête pas là, non, parce que ce serait un petit peu light. Un bêta-lecteur va venir aussi te faire des propositions et t'indiquer ce que tu pourrais modifier pour améliorer ton roman. Et c'est là que tu fais la différence entre un bon bêta-lecteur et un mauvais bêta-lecteur. Un bon bêta-lecteur, tu vois, il lit le bouquin, il te dit ce qu'il en pense. Alors qu'un mauvais bêta-lecteur, il lit le bouquin, il te dit ce qu'il en pense. Ok, cette blague est beaucoup trop lourde. Non, un bon bêta-lecteur, en fait, il va pas te laisser te démerder pour améliorer tout ça. Alors, si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que tu es toi-même bêta-lecteur ou que tu veux en devenir un. Et tu te demandes, ce qu'il faut en fait pour s'améliorer. Commençons par le commencement, veux-tu ? Comment qu'on devient bêta-lecteur ? Est-ce qu'il y a une usine cachée dans le fin fond du Berry où on fabrique des bêta-lecteurs ? Après tout, c'est bien la seule région de France où on n'irait pas chercher des intellectuels. Et j'ai le droit de le dire parce que je suis berrichonne. Et aussi un bon exemple pour illustrer ma blague. Non, alors bien sûr, tu peux trouver des formations pour être bêta-lecteur et je suis sûre que certaines peuvent vraiment t'apporter un plus, mais en soi, tu peux aussi te former sur le tas. C'est mon cas et celui de pas mal de bêta-lecteurs. Comment j'ai fait pour en devenir une ? C'est simple, j'ai lu. Ça peut paraître tout con, mais c'est quand même la base du taf. En gros, j'ai lu beaucoup de romans que j'appréciais et j'ai essayé de comprendre ce qui me plaisait dedans. J'ai essayé de les disséquer au max. Et pareil pour des romans que j'avais pas appréciés. J'ai essayé de comprendre ce qui fonctionnait pas. Avec ça, j'ai lu et j'ai vu pas mal de conseils écriture. J'écris moi-même et surtout, j'ai fait bêta-lire mes propres bouquins. Encore une fois, ça peut paraître stupide, mais j'ai senti un vrai avant-après en fait lorsque j'ai fait appel à des bêta-lecteurs. En passant en fait de l'autre côté de la barrière, je me suis rendu compte réellement de ce qu'attendaient les auteurs d'un bêta-lecteur. Et ça m'a permis de mieux appréhender en fait les besoins. En fait, pour être un bêta-lecteur, il faut à mes yeux être un couteau suisse. Lecteur, auteur, les deux rôles ont été vraiment importants pour ma formation en tant que bêta-lectrice. Pour avoir testé 2 types de bêta-lecteurs, je peux te dire que tu sens bien la différence entre un bêta-lecteur lecteur et un bêta-lecteur auteur. Ça, c'est clair et net. Du coup, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, en tant que bêta-lecteur ? Est-ce que tu rends un commentaire global de 10 lignes, un dossier reprenant tous les chapitres les uns après les autres, ou un document commenté ligne par ligne ?
Il n'y a pas vraiment en fait de méthode meilleure qu'une autre dans le sens où en fait chaque auteur a une attente propre et chaque bêta lecteur a son fonctionnement. Mais clairement, je ne suis pas pour le résumé 10 lignes. J'ai déjà reçu ce genre de bêta lecture et je me suis sentie légèrement fistée. J'ai eu l'impression en fait de faire face à une perte de temps, je vais pas te mentir. Si tu veux en fait faire une analyse qui va vraiment aider l'auteur, c'est pas en 10 lignes que tu vas faire des miracles. Pour ma part, je rends un tableau résumant les points forts et les points faibles de chaque élément du roman, à comprendre l'intrigue, les personnages, etc. et habitue-toi parce que ces éléments-là vont revenir plusieurs fois dans le podcast. Puis ensuite, je résume toutes mes réflexions dans l'ordre de lecture, chapitre par chapitre. Pourquoi je fais ça ? Eh bien, parce qu'en fait, ça permet à l'auteur de voir mes réactions à chaud. Je peux, par exemple, trouver le personnage principal totalement insipide au début du roman, et finalement trouver qu'il est super badass 3 chapitres plus loin. Avec un commentaire général, l'auteur aura plus de mal à voir le moment où mon point de vue a changé. Autre point aussi, dans un thriller ou un policier, l'auteur peut vouloir nous mener sur de mauvaises pistes. Et en mettant mes réactions à chaud, il peut voir s'il a réussi sa manipulation ou non. Pour la bêta lecture, j'aime me concentrer uniquement sur le fond, c'est-à-dire l'intrigue, les personnages, etc., etc. Je t'avais dit que ça allait revenir. Pour moi, l'utilisation de tel ou tel mot, les répétitions et tout ce merdier, ça fait pas partie de la bêta lecture. Pourquoi ça ? Eh bien parce que je pars d'un principe simple, un auteur écrit un premier jet, qu'il va corriger 1 ou 2 fois. Ensuite, il le balance à ses bêta-lecteurs. Et ce n'est qu'après leur retour qu'il va réellement retravailler totalement le texte pour se concentrer sur les petites phrases, les répétitions, etc. La plupart du temps, en fait, les auteurs avec qui je travaille me disent avant de commencer regarde pas les répétitions, je vais voir ça plus tard. Donc c'est bien la preuve qu'au moment de la bêta-lecture, ils cherchent avant tout à savoir si leur histoire tient la route. Alors bien sûr, comme pour les fautes, je leur dis si je me rends compte qu'il y a un tic de langage ou un mot qui revient sans cesse, mais je le souligne pas à chaque fois comme je le fais lorsque j'accompagne un auteur à la réécriture. Un autre truc que tu peux faire et qui est important je trouve, c'est de demander une liste de questions à l'auteur. Un truc où il te mettra tous les points qu'il veut que tu commentes ou sur lesquels en fait il veut que tu t'attardes. C'est important parce que ça lui évitera de revenir vers toi plus tard. Et on sait très bien, toi et moi, que s'il te pose la question 1 mois après ta lecture, il y a de fortes chances pour que tu ne saches même pas lui répondre parce que tu auras déjà tout oublié. Être un bon bêta-lecteur, c'est vraiment savoir en fait se mettre dans la peau d'un lecteur mais aussi d'un auteur. C'est être actif et donner des propositions. C'est pas donner ton avis personnel et démerde-toi avec ça quoi. Être un bon bêta-lecteur, c'est aussi communiquer avec l'auteur. Beaucoup communiquer pour savoir en fait ce qu'il attend de toi. N'oublie pas que oui, tu es là pour aider l'auteur à améliorer son texte, mais derrière cette mission, il y a aussi une certaine clause cachée qui est tu es là pour soutenir l'auteur. Sans jamais mentir ou lui foutre des paillettes aux yeux, on est d'accord, tu es là quand même pour l'encourager. Encore une fois, je vais te parler de ma méthode, donc toi tu fais ce que tu veux, mais pour 2 auteurs, j'aurai jamais les mêmes conseils. D'une, parce que déjà chacun a son style et qu'en tant que bêta-lectrice, je dois accompagner l'auteur dans sa vision à lui et non pas lui faire écrire le livre que je veux, mais aussi parce que chaque auteur a son niveau. Et je vais pas demander d'un auteur amateur qu'il pousse son roman aussi loin qu'un mec qui en a déjà pondu 12. Mon rôle en tant que bêta-lectrice, c'est d'analyser son niveau actuel et de déterminer jusqu'où il peut aller avec un peu d'encouragement. En gros, être bêta-lecteur, c'est être principalement pédagogue. Voilà, j'espère que ce petit épisode t'aura plu sur ma vision d'un bêta-lecteur et comment être un bêta-lecteur. C'est du coup le 2e épisode sur cette série-là, il y en aura encore 2 autres. La semaine prochaine, on verra plutôt comment se passer de bêta-lecteur. Et pour clôturer tout ça, on aura un petit épisode interview avec un auteur auto-édité qui lui n'aime pas du tout les bêta-lecteurs et je voulais justement avoir son point de vue et je trouvais ça super intéressant en fait de te partager mon point de vue à moi mais aussi un autre point de vue totalement opposé pour que tu puisses avoir 2 sons de cloche. Donc reste connecté pour pouvoir avoir la suite de cette série-là et le mois prochain on passera à un nouveau sujet. D'ailleurs s'il y a un sujet en particulier que tu veux que j'aborde, tu me le mets en commentaire et je le noterai. En tout cas c'est tout pour cette semaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.